Pharmacocinétique, d'accord? Donc, dans la continuité des deux disciplines de la pharmacologie, aujourd'hui, nous allons voir la pharmacodynamie, d'accord? Donc, dans les derniers cours, on vous a expliqué que la pharmacologie, je pense, est divisée en deux disciplines, donc pharmacocinétique et pharmacodynamie. La cinétique ne s'intéresse qu'au mouvement. S'il vous plaît, dis le silence, s'il te plaît. Donc, la cinétique, comme son nom l'indique, s'intéresse au mouvement du médicament sans regard aux conséquences. Dans la pharmacodynamie, c'est la continuité, d'accord? Donc, c'est un cours assez développé. Je ne vais pas développer les objectifs, juste les citer. Donc, l'intérêt de ce cours, c'est entre autres comprendre les notions de base de l'activité des médicaments. Donc, il s'agira de vous expliquer comment fonctionnent les médicaments au niveau de l'organisme, pouvoir établir la relation entre la dose et l'effet, parce que vous êtes de futurs médecins. En principe, vous êtes appelés à prescrire des médicaments sous certains dosages. Donc, vous allez voir comment le dosage affecte l'activité du médicament de manière générale. Définir ce que c'est un agoniste, ce que c'est un antagoniste. Donc, on va savoir ce que c'est un agoniste et un antagoniste. Établir la relation entre agoniste et antagoniste, justement. Connaître les différentes cibles des médicaments. Et enfin, connaître les différents mécanismes par lesquels les médicaments exercent leurs actions. Donc, on va voir, en gros, différents points d'action du médicament. Ça part de la dose et ça finit en mécanisme d'action, d'accord? Donc, pour le plan, je vais vous le passer directement. Bon, essayez de suivre. Je vais essayer de ne pas trop m'étaler. À la belle ilachia, à la belle israna. Donc, je vais faire le plus bref et le plus concis possible. Alors, donc on va voir ce que c'est la pharmacodynamie. On va parler de la loi d'action de masse. C'est un principe très important de la pharmacodynamie. Comment les médicaments, les différents principes qui régissent l'action des médicaments. On va voir aussi ce qui influence cette loi d'action de masse. On va voir comment se lie le médicament à ses différentes cibles. Et tout le reste, c'est l'explication du mécanisme d'action du médicament. D'accord? Donc là, sans plus tarder, on va directement aller dans le vif du sujet. Alors, donc la pharmacologie vient du mot grec pharmakon, donc médicament, et logos, discussion et étude. Donc la pharmacologie, c'est l'étude du médicament. D'accord? Donc, c'est l'étude rationnelle des médicaments et leur action sur le corps. Elle se divise en deux grandes sciences, donc la pharmacocinétique, que vous avez déjà vue, et la pharmacodynamie, qu'on va voir. D'accord? Alors, la pharmacodynamie, c'est le domaine de la pharmacologie qui concerne l'étude des mécanismes permettant d'expliquer l'action, l'intensité d'action et la dynamique de l'action d'une drogue, d'un médicament considéré. Donc là, il s'agira d'expliquer comment les médicaments agissent sur le corps. Je risque de me répéter souvent, mais c'est essentiellement cela. Un médicament est généralement défini comme toute substance exogène, non nutritive, qui affecte les fonctions de l'organisme. Donc là, c'est la définition, pratique du médicament. On peut avoir plusieurs définitions. La définition qui s'applique ici, c'est une substance qui exerce une action sur l'organisme sans avoir un rôle nutritif. Je vous pose une question. Est-ce que le sucre est un médicament? Selon cette définition, non. Une pomme. Des fruits de manière générale. Un Niger. À votre avis, le paracétamol. Est-ce que le paracétamol a un rôle nutritif? Non. Est-ce qu'il a un rôle sur une quelconque maladie? Oui. Vous voyez un peu. Pour reprendre la remarque de votre camarade, est-ce que les compléments alimentaires sont des médicaments? Oui et non. Bon, si on part du principe de cette définition, non. Par contre, si on part du principe que votre premier médicament et votre santé dépend avant tout de votre alimentation, là oui, les compléments alimentaires deviennent des médicaments, d'accord? En principe, je ne devrais pas vous le dire, mais une bonne alimentation, un bon régime de vie devrait vous dispenser de médicaments. Donc le premier médicament est l'alimentation, d'accord? Mais dans ce contexte, non, d'accord? Donc là, on est dans la pure définition de médicament, c'est-à-dire une substance exogène qui est destinée à faire une action spécifique dans l'organisme, d'accord? Alors, pharmacodynamie, sauf rares exceptions, le principe fondamental en pharmacodynamie stipule qu'un médicament doit interagir avec une cible moléculaire pour exercer son effet. C'est-à-dire que si on administre un médicament, en principe, il doit y avoir au niveau de l'organisme quelque chose qu'il va toucher, d'accord? S'il n'a pas cette cible, il ne devrait pas exercer d'action, d'accord?
c'est le principe fondamental de la pharmacodynamie, c'est-à-dire que pour pouvoir exercer quelque chose sur un organisme, cet organisme doit être prédisposé à l'action de ce médicament. D'accord? Un exemple très grossier, enfin grossièrement tiré, un médicament qui fait dormir, un somnifère. En principe, il agit où? Quel organe? Le cerveau. Donc, je pose la question, est-ce qu'un médicament qu'on administre chez un être vivant qui n'a pas de cerveau va le faire dormir? En principe. Non, il n'y a pas la cible, d'accord? Donc, le principe fondamental, c'est que l'organisme doit être prédisposé à l'action du médicament, d'accord? De manière générale, les médicaments, sauf de très très rares exceptions, les médicaments souvent sont inspirés de molécules endogènes. Sont souvent empruntent l'action de molécules endogènes, ne font qu'utiliser un chemin déjà existant, d'accord? Donc là, dans ce qui suit, la cible est définie comme étant un récepteur. Donc quand je dis récepteur, c'est automatiquement la cible du médicament, d'accord? Au niveau fondamental, l'interaction médicament-récepteur suit la loi d'action de masse. La loi d'action de masse, je suis sûr qu'elle n'est pas étrangère, vous n'est pas étrangère. Au Choubelek Nsitoa, vous l'avez oublié. Qui est bac scientifique? Fait comme. C'est encore mieux. Vous avez vu l'estérification, l'estalon. L'équilibre. D'accord? Avec le casse-tête de la chimie que vous avez vu en terminale, c'est ce qu'on appelle la loi d'action de masse. C'est-à-dire que quelque part, deux corps agissent en fonction de leur concentration. D'accord? Alors la loi d'action de masse définit les modalités et l'amplitude, donc les modalités, donc la manière, l'amplitude et la nature des interactions des médicaments avec son récepteur. Donc d'un côté, nous avons les médicaments avec une certaine quantité, avec une certaine concentration. D'un autre côté, nous avons le récepteur avec une certaine quantité, une certaine concentration. Il y a une interaction chimique au niveau basique, d'accord? Donc la loi d'action de masse. On va voir les différents principes de cette loi d'action de masse. Donc, selon cette loi, la combinaison médicament-récepteur dépend de la concentration de chacun. D'accord? Vous l'avez déjà vu. Je ne fais que répéter. Donc, plus il y a de médicaments, plus il y a de liaisons, en nombre, en quantité. D'accord? Moins il y a de médicaments, moins il y a de liaisons. Ça, c'est le fondamental de la loi d'action de masse. Quand je parle de concentration, automatiquement, c'est directement lié à la dose. De la même manière, donc je vais vous citer des exemples au fur et à mesure. Je reviens au médicament qui fait dormir. Vous prenez un comprimé. Et une autre personne prend 10 comprimés. Quelle personne dort le plus? En général, celle qui prend 10 comprimés ne se réveille jamais. Donc elle dort légèrement plus longtemps, d'accord? Donc en fonction de la quantité prise, en fonction de la dose, il y aura une concentration et automatiquement un effet, d'accord? Là, c'est le premier principe. La quantité des paires complexes médicaments-récepteurs détermine l'amplitude de l'effet. Donc juste l'exemple que je viens de donner. Donc plus le médicament est présent, plus la liaison médicament-récepteur est élevé en nombre, donc et plus l'action est observée. Troisième principe, un nombre minimal de complexes est nécessaire pour l'établissement de l'effet. Donc c'est ce qu'on appelle un seuil. D'accord? Je vous donne un exemple simple. Vous prenez votre café le matin. Vous mettez un petit cristal de sucre. Est-ce que vous ressentez le goût sucré? Vous remettez un deuxième cristal. Un troisième. Bon, si vous avez le temps, vous allez les compter. Mais vous voyez un peu le seuil. C'est valable pour les médicaments, exactement. Donc, il y a une quantité minimale en dessous de laquelle il n'y a pas d'effet. C'est ce qu'on appelle un seuil. Et là, ça dépend du médicament, de la personne et de ce qu'on traite, de ce qu'on veut faire à l'organisme. D'accord? Il y a toujours la notion de seuil qui est directement liée à la concentration. D'accord? Il reste encore des principes. Donc, selon cette loi, donc la suite, il y a une proportionnalité entre le nombre de complexes formés et l'intensité de l'effet. Donc nous avons médicaments, récepteurs, complexes. Plus il y a de complexes formés, donc plus l'effet est observé. D'accord? Aussi simple que ça. Vous arrivez à suivre, ça va? Oui, tant mieux. À un certain point, le dernier point essentiel de la loi d'action de masse, à un certain point, tous les récepteurs sont occupés et la réponse cesse d'augmenter avec la concentration du ligand. On parle de saturation, d'accord? Donc à un moment donné, quand on donne une dose excessive, voire maximale, le nombre de récepteurs est limité, n'est pas illimité. Donc automatiquement, le nombre de liaisons entre médicaments et récepteurs est limité. Donc même la réponse est limitée en maximum, d'accord? Un exemple, un diabétique prend de l'insuline, d'accord? Une certaine dose baisse la glycémie. Il prend une dose élevée d'insuline, la glycémie baisse.
il prend une dose massive d'insuline. Qu'est-ce qui se passe? La glycémie devient 0. Il prend encore plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la glycémie peut être négative? Donc, toute l'insuline a fait tout son effet, toute la glycémie a baissé, il n'y a plus rien à faire. Donc là, c'est ce qu'on appelle la saturation. D'accord? Bien sûr, je ne vous invite pas à le faire parce que une dose excessive d'insuline est létale. D'accord? Donc là, ce sont les principaux points clés de la loi d'action de masse. D'accord? Là, c'est pour vous initier un peu au principe de dose-effet. Dose-effet, dose-effet. Donc, le facteur qui influence cette interaction entre le médicament et le récepteur. Donc, pour que l'interaction du médicament-récepteur soit effective, il existe deux facteurs clés. Le premier point, c'est la capacité du médicament à se lier à son récepteur. D'accord? De la même manière qu'il y a une certaine affinité. Je suis sûr que vous avez déjà vu le terme affinité. C'est-à-dire que le médicament doit pouvoir avoir une certaine affinité pour son récepteur pour pouvoir se lier. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut déduire directement de cela? Ça veut dire qu'il y a toujours une spécificité d'action. Chaque médicament est spécifique à son récepteur et donne une action spécifique. Il n'y a pas de médicament qui stimule tous les récepteurs, il n'y a pas de médicament qui guérit toutes les maladies. D'accord? Vous avez compris? Donc là, pour chaque récepteur, sur le plan moléculaire, chaque molécule de médicament a une certaine affinité pour son récepteur, et donc automatiquement un effet spécifique lié à ce récepteur. Deuxième point clé, la capacité du médicament à modifier, altérer l'activité de son récepteur. Il ne suffit pas que le médicament se lie à sa cible. Il faudrait encore que cette liaison ait des conséquences. D'accord? Sinon, il n'y a pas d'action. D'accord? Je vais vous donner un exemple simple. Vous êtes venu assister au cours. D'accord? Vous êtes le médicament. Le récepteur, c'est la chaise. Donc, vous avez une certaine affinité pour votre chaise. D'accord? Donc, tout. Est-ce que les cours est fait? Non. Qui se godo? Ou naqs? Naqs l'action. Moi, quand je viens, je vois assis, je fais mon cours. Donc, il y a une conséquence. Vous vous liez à la chaise, je vois la liaison, je fais le cours. D'accord? Donc, il y a une affinité initiale, il y a une réponse. D'accord? Ça, c'est les principes fondamentaux de l'action du médicament. Il ne suffit pas qu'un médicament se lie à sa cible pour qu'il y ait une cible, pour qu'il y ait une réponse. Il faut encore que la cible soit responsive. D'accord? Alors, donc la liaison de médicament-récepteur est caractérisée par une force de liaison. Comme il s'agit de molécules, donc il y a une liaison, différents types de liaisons chimiques. Vous avez fait de la chimie? Ou que ça? Première année. Donc moi je suis baïda bzaf. Donc il y a une liaison chimique qui se fait entre le récepteur et le médicament. En principe, s'il n'y a pas de liaison, il n'y a rien. D'accord? Donc le type de liaison dépend du médicament. D'accord? De manière générale, plus un médicament a de l'affinité pour sa cible, plus la liaison est forte. D'accord? Pardon. La durée de la liaison, là encore une fois, j'insiste sur le fait que la liaison est toujours temporaire. Il n'y a pas de médicament qui se lie définitivement à son récepteur et reste. Il y a toujours une liaison, action, déliaison, entre guillemets. Encore une fois, un autre exemple, un médicament qui fait dormir. Donc il agit sur le cerveau. Imaginez une liaison irréversible au niveau des neurones. Qu'est-ce qui se passe? Adieu, d'accord? Donc là, il y a toujours une action réversible due à une liaison réversible, d'accord? Et directement, on peut directement déduire la durée de l'action est directement liée au temps pendant lequel le médicament est lié à son récepteur, d'accord? Tout est lié, absolument tout est lié. Le type d'interaction, là, type d'interaction chimique, liaison covalente, pas covalente, là, c'est juste pour dire qu'il y a différents types de liaisons entre médicaments et récepteurs. Donc, ces trois facteurs définissent l'affinité du médicament pour son récepteur. Donc, ces trois points clés définissent la liaison du médicament à sa cible. Donc, comme je viens de le dire, la liaison n'est pas permanente, elle n'est pas statique. Qu'est-ce que ça veut dire pas permanente et pas statique? Pas permanente, je crois que vous avez compris. Donc, elle n'est pas définitive. Et qu'est-ce que c'est ne pas statique? Quel est le contraire de statique? Dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? En constant mouvement, d'accord? Quelque chose de statique, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui ne change pas dans le temps. Quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui change en fonction du temps. La liaison du médicament sans récepteur est statique. Il existe en permanence des liaisons qui se font et se défont. C'est-à-dire que quand on parle d'équilibre chimique, un médicament se lie, l'autre se délie. Un autre se lie, l'autre se délie, c'est la définition même de l'équilibre chimique, d'accord?
Il n'y a pas de liaison définitive. Parce que s'il y a une liaison définitive, c'est plus vraiment un médicament, c'est une molécule qui altère l'organisme. D'accord? En général, quelque chose d'irréversible, on ne peut pas utiliser comme médicament. Sauf dans certaines exceptions. À tout instant, donc, comme je viens de le dire, il existe un nombre défini de complexes formés et de complexes dissociés en équilibre. Donc, c'est juste la chimie. Médicament plus récepteur égale complexe. Cet équilibre est défini par la constante de dissociation. Vous avez déjà vu ça, constante d'équilibre. Je ne vais pas faire de chimie, Mtrafouche. Je vais passer... Pourquoi je parle de cette constante de dissociation? Juste un petit point. C'est juste pour comparer la puissance des médicaments. Pourquoi on dit qu'un médicament est plus actif qu'un autre, alors que les deux ciblent le même récepteur? C'est essentiellement lié à sa constante de dissociation. Donc là, sur le plan quantitatif, à votre avis, quel est le médicament le plus puissant, le plus actif? Le médicament A ou le médicament B? Pourquoi? C'est pas parce que je l'ai mis en rouge qu'il est plus actif. Pourquoi? J'entends des mots-clés, je suis au farc. Le même effet, exactement. Donc pour avoir le même effet, le médicament A nécessite, donc là c'est en échelle logarithmique, pour le même effet, le médicament A nécessite des concentrations moindres. Donc automatiquement il est plus puissant, il est plus actif. Comment peut-on comparer sur le plan quantitatif en comparant leur cas des constantes de dissociation? Là c'est juste un peu pour parler de la recherche, d'accord? Je passe. Alors, le point essentiel de la pharmacodynamie, c'est la relation dose-effet. On veut obtenir un certain effet, il faut la dose qui correspond à cet effet. Alors, l'apparition de l'effet est directement liée à la concentration du médicament disponible au niveau du site d'action. Comme je vous ai dit, il y a un seuil minimal, il y a un maximum. Entre ces deux limites, il y a toute une plage d'effets. Donc, effet moindre, modéré, moyen, marqué, très marqué, excessif, toxique, et ainsi de suite. Alors, sur ce plan-là, on peut avoir différents cas de figure. Le premier médicament à gauche, donc médicament, ce qu'on appelle un index thérapeutique relativement sûr. Qu'est-ce que ça veut dire un médicament à index thérapeutique sûr? Regardez la plage de concentration. Donc là, quand on monte, là c'est concentration faible, concentration élevée, d'accord? Pour le premier médicament, tout ce qui est en gris, c'est des concentrations qui n'ont pas atteint le seuil. C'est des concentrations inactives, d'accord? Donc toutes ces concentrations dans cette plage-là ne donnent aucun effet, d'accord? On augmente la dose. Qu'est-ce qui se passe? La concentration va encore augmenter. On atteint ce qu'on appelle la zone de concentration active, la zone de concentration qui donne l'effet recherché, que ce soit la baisse de la glycémie, la baisse de la tension artérielle, l'élimination de l'infection bactérienne, le sommeil, l'anesthésie, ainsi de suite. Donc là, c'est toute cette plage de concentration donne l'effet recherché. Et bien sûr, l'intensité, donc la durée et la puissance de l'effet va avec la concentration. Plus la concentration est élevée, plus l'effet est marqué. D'accord? Exemple, dans l'anesthésie, on veut faire dormir une personne pendant une demi-heure. Et une autre personne, on veut la faire dormir pendant 4 heures. À votre avis, laquelle prend la dose la plus élevée? Celle de 4 heures, tout simplement. C'est le même effet, c'est le sommeil ou la suppression de la douleur, mais on donne une dose supérieure pour avoir un effet supérieur, d'accord? Malheureusement, en thérapeutique, il n'y a pas de limite. On peut tomber dans les doses excessives. Donc là, si on monte encore de la concentration, on atteint ce qu'on appelle la zone des effets indésirables. Qu'est-ce qu'un effet indésirable? De toute façon, vous n'avez pas à répondre à la question, on y répondra demain. C'est les effets indésirables, d'accord? Donc un effet indésirable, c'est un effet non recherché. Automatiquement, ça va dans les effets négatifs du médicament. Exemple, anesthésie avec une dose excessive. Qu'est-ce qui se passe? Coma. Hypoglycémie avec une dose excessive d'insuline. Coma. Je sais pas moi. Vous avez saisi le truc. Sédation avec un tranquillisant. La dose, la personne devient trop tranquille, d'accord? Et ainsi de suite, d'accord? Donc là, on atteint la dose des effets indésirables. Quand est-ce qu'on atteint cette dose d'effet indésirable? D'effet indésirable, quand on donne une dose excessive. Plutôt que de prendre un comprimé, on en prend 2. Plutôt que d'injecter 2 mg, on injecte 10, d'accord? Malheureusement, ce n'est pas encore la limite finale. Au-delà de cette plage de concentration, ce qu'on appelle la zone toxique, voire létale. Là, ce n'est plus des effets indésirables, c'est des effets plus ou moins sévères, d'accord?
Regardez le premier médicament. Regardez comment les plages sont étalées. Par rapport au deuxième médicament, qu'est-ce que vous constatez? La zone inactive, la zone active et la zone néfaste. À votre avis, quel est le médicament le plus sûr à utiliser, pardon? Le bleu. Bleu, rouge. Bleu ou rouge? Bleu. Vous voyez qu'il nous donne un certain intervalle de sûreté. Là, c'est ce qu'on appelle un médicament à index thérapeutique élevé. Vous avez le droit à l'erreur, entre guillemets. Pour le médicament à droite, enfin, à votre droite, c'est un médicament à index thérapeutique faible. C'est-à-dire que l'intervalle entre la dose que vous cherchez et la dose néfaste est très faible. Donc, vous n'avez pas le droit à beaucoup d'erreurs, d'accord? Là, ça dépend du médicament. Ça dépend du patient. Et ça dépend de la pathologie. Je vous donne un exemple. L'insuffisance cardiaque. Vous l'avez faite? Avec quoi on traite l'insuffisance cardiaque? Non. C'est juste la sémio et la physiopathe. Bon, l'insuffisance cardiaque, on la traite avec ce qu'on appelle des cardiotoniques, des médicaments qui augmentent le tonus du cœur. Malheureusement, ces mêmes médicaments sont cardiotoxiques. Et la dose qui augmente le tonus cardiaque et la dose qui arrête le cœur sont très proches. Donc là, c'est des médicaments à index thérapeutique faible. Donc vous donnez à votre patient un cardiotonique, il vient se plaindre, il vous dit que je ressens rien. Vous doublez la dose. Bon, si vous doublez la dose, le patient est définitivement débarrassé de son insuffisance, mais vous êtes définitivement débarrassé de votre patient. D'accord? Donc là, l'index thérapeutique est faible. Vous avez saisi un peu. Chaque médicament, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de médicament sûr, il n'y a pas de médicament néfaste. C'est vraiment au cas par cas. Ce que je vous invite à faire, oui monsieur, allez-y. Ce que je vous invite à faire, c'est toujours, oui. Oui. C'est vraiment au cas par cas. Je ne peux pas vous donner une règle. Il y a des médicaments index, en général, c'est connu, معروفين. Les médicaments qui posent des problèmes sont connus. Les médicaments plus ou moins sûrs sont connus, mais même avec des médicaments sûrs, faites attention à votre patient. D'accord? C'est la règle. Ce que je vous invite à faire dans la continuité de la remarque de votre camarade, c'est de toujours savoir ce que vous êtes en train de prescrire. Vous lisez la notice, c'est déjà suffisant. D'accord? Ne donnez pas un médicament en vous disant qu'il va le guérir sans qu'il y ait un problème. D'accord? Voilà pour ce qui est de la relation dose-effet. Alors, bon, j'ai déjà fait les graphes. Alors là, on rapporte la relation dose-effet sur le graphe de la relation entre la concentration et l'effet. Alors, à gauche du graphe, c'est la zone qui donne l'effet thérapeutique. Au milieu du graphe, c'est la zone de concentration qui donne les effets toxiques. Et plus on va vers la droite, plus on atteint les doses létales. Là, c'est juste une référence. Pourquoi? Parce que vous risquez de trouver dans les livres des courbes dose-effet. Vous risquez de vous poser la question à quoi elles servent. Là, c'est des courbes qui reflètent l'effet observé en fonction de la dose. À gauche de la courbe, c'est la zone sûre. À droite de la courbe, c'est la zone toxique. D'accord? C'est tout ce qu'il y a à retenir. Pour le reste, je pense pas que ça va vous aider beaucoup. Alors, agoniste, antagoniste. Alors, un agoniste est une molécule qui, une fois liée à son récepteur, le stabilise dans son état actif. Là, c'est la définition simple de l'agoniste. Alors, je vous ai parlé de cible, je vous ai parlé d'action sur le corps. Cette cible, donc ce récepteur-là, a la possibilité de faire une action quelconque dans l'organisme. Exemple, insuline et glucose. L'insuline, qu'est-ce qu'elle fait? Je dis l'insuline. Elle baisse la glycémie. Comment elle fait pour baisser la glycémie? Elle supprime le glucose. Elle fait entrer le glucose dans la cellule. C'est le mécanisme simple de l'insuline. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Le glucose circule dans l'organisme, il n'entre pas directement. Le récepteur doit pouvoir faire entrer le glucose. Donc le récepteur inactif, quand l'insuline le touche, il s'ouvre, il fait entrer le glucose. Donc la forme active. Quand l'insuline est liée à son récepteur, elle le stabilise sous sa forme active qui fait entrer le glucose. D'accord? C'est le principe simple de la pharmacodynamie. Donc un récepteur à l'état de repos, il est inactif. Un agoniste, quand il se lie à ce récepteur, il le stabilise, donc il le rend actif et le stabilise dans son état actif jusqu'à disparition de l'agoniste. D'accord? C'est clair? Oui? Je n'ai pas compris votre question. C'est-à-dire? Exactement.
sous condition que cette molécule a une affinité pour ce récepteur, bien sûr. D'accord? À chaque fois qu'une molécule a une affinité pour un récepteur et que le stabilise sous forme active, on appelle ça un agoniste. D'accord? Alors, un agoniste, là, c'est une remarque qui va directement dans la remarque que j'ai faite tout à l'heure. Un agoniste peut être une substance endogène ou un médicament exogène. Je vous ai dit tout à l'heure que les médicaments ne font qu'emprunter des mécanismes déjà existants. D'accord? Donc là, le médicament ressemble plus ou moins à une molécule endogène avec certaines particularités. Les deux sont appelés agonistes. Alors, que ce soit une molécule endogène ou un médicament, ils ont les deux la même cible, ils ont la même activité sur la même cible. D'accord? Je vais pas vous inonder sur les exemples, il y en a tellement. Donc là, c'est la définition simple de l'agoniste. Un antagoniste est une molécule qui inhibe l'action d'un agoniste. La définition simple. Nous avons encore une fois l'exemple de l'insuline. L'insuline se lie à son récepteur. Le récepteur fait entrer le glucose. Une autre molécule se lie au récepteur et empêche l'insuline de faire son action. C'est un antagoniste. Alors, il y a différents mécanismes d'antagonisme. La définition simple, c'est une molécule qui inhibe l'action d'un agoniste par différentes méthodes, d'accord, par différents mécanismes. Contrairement à l'agoniste, il n'a aucun effet en absence d'agoniste. Donc, quand on donne un antagoniste, il va bloquer. Mais s'il n'y a rien à bloquer, il n'y a aucune action, d'accord, tout simplement. Alors, le mécanisme par lequel l'inhibition, donc l'inhibition de l'action de l'agoniste, le mécanisme par lequel l'inhibition se fait, permet de classer les antagonistes. Là, j'ai mis un petit schéma de classification des antagonistes. Alors, on parle d'antagonistes de récepteurs et autres classes. Donc, quand on parle d'antagonistes de récepteurs, ça veut dire que c'est des antagonistes qui ciblent le récepteur. Donc, leur cible principale, c'est le récepteur du médicament, bien sûr. Alors, soit par liaison au site actif, soit par liaison allostérique. Alors, pour schématiser un peu, nous avons un médicament, il y a un récepteur auquel il va se lier. Donc, l'antagoniste va prendre la place du médicament. Pardon? Pas compétition. Un des mécanismes, c'est la compétition. Donc, va prendre la place du médicament, mais il va l'empêcher de faire son action. Alors, on parle d'antagonisme réversible et irréversible. Bon, liaison allostérique, réversible, irréversible, autre antagoniste. Bon, donc on a comme quelques exemples plus pratiques, qui n'ont rien à voir avec des médicaments. Vous êtes venu assister au cours, d'accord? Vous êtes des étudiants, d'accord? Et votre place, c'est le siège, le kursi, le godol, d'accord? Donc le récepteur, c'est le kursi. Imaginons, j'ai équipe de football, une ou deux équipes de football, j'ai نحطهم في l'amphi. نقول لهم اقعدوا. كي تجيو نتوما تقراو، تقدروا ديروا الكره ما تقدروش. دونك ما خلاكمش تلصقوا في الريسبتور تاعكم، وهما يتبعوا معايا الكره ما يتبعوش. Ils ont agi comme antagonistes de récepteurs, d'accord? Donc ils ont occupé la place sans vous laisser faire votre action et sans faire eux-mêmes leur action, d'accord? Là c'est le premier exemple. Donc كيما يقعدوا في الكراسه نقدر نحاوزهم ولا non? نقدر نخرجهم. Donc c'est une liaison réversible, d'accord? Là c'est le premier exemple. Deuxième exemple, je ne ramène pas une équipe de football. J'ai le supporter, c'est l'équipe de football. La particularité de ce supporter, c'est qu'il le match, il casse tout, d'accord? Donc là, ils ont occupé la place, ils ne vous ont pas laissé faire votre cours, sauf que qui goûtent مخرجوش داروا ناضوا وراحوا كسروا الكرسي كي جيتوا نتوما تقراو قدرتوا تقراو ما قدرتوش. Irréversible, d'accord? Donc là, c'est un blocage irréversible qui même après la disparition de l'antagoniste, l'agoniste ne peut plus faire son action, d'accord? Ok? Vous arrivez à suivre? C'est l'exemple pratique et c'est exactement ce qui se passe avec les médicaments. Moi, je déteste le football. Alors, liaison allostérique, c'est quoi? C'est quelque chose d'encombrant. Liaison allostérique, c'est autre chose. Plutôt que نخلي les supporters l'équipe de football يدخلوا نحط جماعه في الباب غاشي في الباب تقدروا تدخلوا. Ils encombrent l'entrée. Donc ils laissent même pas la liaison se faire, d'accord? Là encore une fois, c'est un antagonisme allostérique par encombrement spatial, d'accord? Il est toujours possible de les virer, mais l'action ne peut pas se faire, d'accord? Là, c'est le troisième exemple, donc liaison allostérique. Autre antagoniste, là, on parle plus de récepteur. Autre antagoniste, ça veut dire que le blocage de l'action du médicament, l'action de la substance endogène, se fait ailleurs, à un autre niveau. Soit par antagonisme chimique, soit par antagoniste physiologique. Là, je vais donner un exemple plus terre à terre.
Supposons que vous ayez pris une dose excessive d'insuline. Donc la glycémie baisse, d'accord? Quel est l'antidote? Comment on contre cet effet? On donne du glucose, tout simplement. Donc là, plutôt que d'agir sur le récepteur de l'insuline, on agit juste sur la conséquence. Donc on donne du glucose pour supprimer l'action, d'accord? Là, on parle d'antagonisme physiologique. Antagonisme chimique, c'est tout simplement neutraliser. Neutraliser. Vous avez pris un médicament quelconque. Par exemple, vous êtes rentré à la maison, vous avez trouvé votre enfant, votre neveu, ou le jark, ou là, شرب قرعة كاملة تاع الدواء. وعلى بالكم اللي الدواء هذاك توكسيك، واش ديروا؟ Qu'est-ce que vous faites? خليه. بنين اخي بنين. J'espère que vous avez apprécié parce que c'est peut-être votre dernier sirop. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Antidote. On donne un antidote. On le fait vomir, on lui donne un antidote. Donc c'est une molécule qui va essayer de neutraliser le médicament, tout simplement, d'accord? Là, ça ne parle pas de récepteur, ça ne parle pas d'action, ça parle de liaison chimique neutralisante, d'accord? Vous avez compris les différents types d'antagonisme? Donc, au niveau du récepteur, au niveau allostérique et autres, d'accord? Voilà pour ces deux antagonistes. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, les antagonistes sont une classe qu'on peut utiliser comme médicament. Il y a des médicaments dont l'action principale, c'est des antagonistes. Je vais vous donner l'exemple. Toutes les gammes, vous allez rencontrer, d'accord? Donc là, c'est juste pour vous dire que agoniste, c'est assez simple, antagoniste, c'est différents mécanismes. Là, ça entre dans le cas de l'antagonisme chimique. Ça ne parle pas de récepteur. Donc, antagoniste, on parle d'antidote. D'accord? Bon, pour ce qui est de l'action agoniste-antagoniste, j'ai essayé de mettre un petit schéma. J'espère qu'avec toutes les explications que j'ai données, ça va être un petit peu plus clair. Donc, dans les figures A et B, nous avons ce qu'on appelle un récepteur libre, donc une cible quelconque. Dans cet exemple, c'est un canal membranaire. C'est un canal membranaire. Dans la biologie cellulaire ou quelque chose comme ça, donc vous savez ce que c'est un canal, d'accord? Donc un canal membranaire, c'est essentiellement une porte qui s'ouvre et qui se ferme et qui fait passer différentes substances, d'accord? Le canal membranaire s'ouvre à l'occasion de la fixation de l'agoniste. Donc l'agoniste se fixe, le canal s'ouvre, il y a différentes molécules qui passent, il y a l'action physiologique qui se produit, ensuite le canal se referme, l'agoniste se tire, d'accord? En présence d'agoniste, qu'est-ce qui va se passer? Non. Là, c'est un antagoniste compétitif. Qu'est-ce qui va se passer? Il va occuper la place de l'agoniste, tout simplement. Donc, comme l'antagoniste est présent, donc l'agoniste ne peut pas se fixer, donc le canal ne peut pas s'ouvrir. Là, c'est un antagonisme compétitif, c'est-à-dire que directement au niveau du site de liaison. Et en D, ce qu'on appelle un antagoniste non compétitif, c'est-à-dire qu'il va essayer de modifier le récepteur sans occuper la place de l'agoniste. Mais quand même, la réponse va être modifiée, d'accord? Là, les différents cas de figure, je les ai déjà expliqués, donc il est inutile de en parler. Alors, relation dose-effet en présence d'antagoniste. Alors, la relation, donc la courbe dose-effet est affectée par l'antagoniste. En fonction du type, l'augmentation de la dose d'agoniste peut ou non surmonter l'inhibition. Je vais vous donner le graphe et je vais vous donner quelques exemples. Regardez sur ce graphe-là. En vert, ou là à gauche, à votre gauche, nous avons la courbe dose-effet, donc concentration-réponse de l'agoniste seul. Quand on rajoute un antagoniste compétitif, qu'est-ce qui va se passer pour cette courbe-là? Elle va être décalée vers la droite. Que veut dire ce décalage vers la droite? Ça veut dire que pour avoir le même effet, on va avoir besoin de doses supérieures. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un antagonisme surmontable. Pourquoi il est surmontable? Parce qu'il est toujours possible d'avoir l'effet maximal. Il suffit juste d'augmenter la dose. D'accord? Donc, nous avons un agoniste qui fait son action. Nous avons un antagoniste qui essaie de bloquer l'agoniste, mais si on augmente la concentration de l'agoniste, on peut encore avoir le même effet. C'est ce qu'on appelle un antagonisme surmontable ou un antagonisme compétitif. D'accord? Par comparaison, cette courbe-là, regardez la deuxième courbe. En vert, toujours, c'est l'agoniste seul. En noir, c'est l'agoniste plus antagoniste. Est-ce qu'on a pu surmonter la présence de l'antagoniste? Même si on a augmenté la dose, l'effet maximal est impossible à obtenir. Là, c'est ce qu'on appelle un antagonisme non surmontable ou non compétitif, tout simplement.
En principe, on خلصنا مع les courbes, donc on va essayer de développer autre chose. Alors, l'interaction médicament-récepteur. La sélectivité du médicament pour un type donné de récepteur est un élément clé pour la sélection de son action. Là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a toujours une affinité pour un type de récepteur donné, d'accord? Les familles de récepteurs ne sont pas spécifiques d'un organe, par contre, les types le sont souvent. Donc là, vous avez fait le système adrénergique sympathique, parasympathique. Quand je dis vous avez fait, je n'ai pas dit vous avez assisté. Est-ce que vous avez fait le cours ou non? Oui. Donc en principe, on vous a parlé de bêta, alpha sympathique, bêta sympathique, etc. Alors, les récepteurs bêta adrénergiques sont omniprésents. Ils sont partout dans l'organisme. D'accord? Par contre, les récepteurs bêta-adrénergiques de type 1 sont spécifiques au cœur. Donc la famille, il faut différencier la famille et le type. La famille, c'est adrénergique et le type, bêta 1, bêta 2, bêta 3. Quand on veut cibler un organe donné, on cible le type et non pas la famille. D'accord? Sinon, on va avoir des problèmes. Je vais vous donner un exemple par l'image. Alors, nous avons médicament 1, récepteur de type 1 sur le cœur et récepteur de type 2 au niveau du poumon. Faites attention au dessin, d'accord? Le médicament 1 possède deux particularités chimiques. Donc là, un carré et un cercle, schématisé par un carré et un cercle. À votre avis, est-ce qu'il peut se lier au premier ou au second organe? Les deux. Vous êtes sûr? D'accord. Donc, ces deux particularités structurelles le permettent de stimuler et le cœur et les poumons. Est-ce qu'on peut dire que le médicament 1 est spécifique à un organe? Non, il n'est pas sélectif. D'accord? Deuxième type. Médicament 2. Il est spécifique. Pourquoi? Parce qu'il a une petite structure, particularité de sa structure chimique qui fait qu'il n'est capable que de stimuler le cœur. Donc là, à cause de cette particularité, il cible le cœur. Par contre, cette même particularité l'empêche de stimuler les poumons. Troisième médicament. Je pense que vous avez saisi l'exemple, par la peine que tu as, d'accord? Donc là, c'est valable pratiquement pour tous les médicaments. À chaque fois qu'on veut cibler un organe, on doit chercher quelle est la particularité chimique qui fait distinction entre les deux organes. Pourquoi j'ai parlé de cœur et de poumon? C'est en continuité avec l'exemple du système bêta-adrénergique. Le bêta, où est le bêta? Il y a les poumons, il y a le cœur. Donc les poumons et le cœur, d'accord? Par contre, si je veux donner un médicament qui stimule uniquement le cœur, est-ce que je donne un médicament qui stimule uniquement les bêta ou alors je dois être sélectif? Sélectif, d'accord? Donc là, je donne un bêta cardio-sélectif, donc bêta 1. Si je veux cibler les poumons, je ne donne pas un bêta, je donne un bêta 2, d'accord? Donc là, hada bêta 1, hada bêta 2, tout simplement. Et pourquoi cette particularité? Là, je me dis l'exemple, là, comme l'exemple simple, l'asthmatique, l'asthme. وش المشكلة تاع l'asthme? Les poumons. Il y a une constriction, une gêne respiratoire, un étouffement. Les poumons répondent à la stimulation bêta. Imaginez un asthmatique qui est hypertendu, a la tension artérielle. وش مدلو bêta bloquant ou bêta agoniste? مدلو bêta bloquant. Est-ce qu'il doit être sélectif ou non? Vous êtes sûr? Donc, on va donner l'exemple. Donc, un asthmatique. Pour dilater les branches, nous avons besoin de stimuler les bêta. Donc, ils ont un bêta agoniste. Et pour baisser la tension artérielle, nous avons besoin de bloquer les bêta. Si je donne un bêta bloquant qui n'est pas spécifique, وش يصير له؟ تهبطوا la tension artérielle, بصح les bêta, les bronchodilatateurs ما يديروش الخدمة تاعهم. D'accord? Vous avez compris? Donc là, je dois être sélectif. مدلو bêta 1, cardio-sélectif, bloquant, et bêta 2, stimulant. Parce que même si je donne un bêta stimulant qui n'est pas spécifique, وش يصير؟ les poumons, les branches se dilatent, بصح قلبوا يخدم. D'accord? Vous avez compris? Parfois, en thérapeutique, en clinique, on doit être sélectif, spécifique, et c'est valable pour pas mal de classes moléculaires. Le cerveau, c'est encore pire. C'est pas un ou deux, c'est plusieurs sous-sélections. D'accord? Là, c'est la sélectivité d'action. Alors, la réponse au médicament n'est pas la conséquence directe de sa liaison à son ligand ou cible. Là, c'est une particularité très importante à connaître. Il y a plusieurs étapes intermédiaires entre la liaison du médicament et la réponse cellulaire.
ceci est dû essentiellement au fait que le médicament n'a pas la possibilité d'activer directement les effecteurs cellulaires. هادو les trois phrases واش معناها médicament باش يدير الخدمه تاعو il y a toute une cascade d'étapes. Un médicament qui fait baisser la glycémie par exemple ومش يروح للجلوكوز وينحيه من الدم. D'accord? Il passe par différentes étapes. Il y a pratiquement aucun médicament qui fait son action directement. De même qu'un médicament qui fait dormir, il يرقد مش يروح السيرفو يطفيه. Ça marche pas comme ça, d'accord? Un médicament qui stimule, مش يروح il vous donne des coups de fouet, d'accord? Il y a toujours des étapes intermédiaires. Tous les médicaments répondent à cette règle, d'accord? Donc, ceci est dû essentiellement au fait que le médicament n'a pas la possibilité d'activer directement les effecteurs cellulaires. Donc, l'action du médicament se fait par les effecteurs cellulaires. Donc, c'est la réponse de l'organisme. Je vais vous donner un exemple, je pense que vous allez comprendre mieux. Après cette diapo, d'accord? Donc, il existe plusieurs types de cibles moléculaires pour l'action des médicaments. La connaissance des différents types de cibles et des mécanismes de transmission et de transduction permet de mieux comprendre les mécanismes d'action des médicaments. Le changement, la traduction de la liaison du médicament à sa réponse, c'est ce qu'on appelle la transduction. Ce n'est pas traduction, c'est transduction. C'est-à-dire le médicament se lie à son récepteur. Ce qui se passe entre la liaison et la réponse, c'est ce qu'on appelle des mécanismes de transduction. Je vais vous donner un exemple de la vie courante. Donc, la transduction en pharmacologie correspond à la conversion de l'information contenue dans la molécule médicamenteuse, donc forme, taille, groupe fonctionnel, vers un signal reconnu et interprété par la cellule. Donc, le médicament, c'est quoi? C'est une molécule chimique. Il y a des groupements alcool, acide, etc. Donc, il y a une information qui est contenue dans la molécule médicamenteuse. Cette information n'est pas directement transformée, ce n'est pas l'information qui donne l'action. Cette information doit être traduite par l'organisme pour donner la réponse. Je vais vous donner un exemple d'information pour mieux comprendre. Qu'est-ce que vous êtes? Des étudiants en médecine. Vous êtes destinés à devenir des médecins, d'accord? Que fait un médecin? Question philosophique. Qu'est-ce que vous allez faire plus tard, concrètement? Des consultations, des patients, des ordonnances. Je passe à la caisse. C'est tout à fait normal. D'accord? Donc, le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il ausculte. Vous avez un patient, donc vous allez identifier sa pathologie, etc. Après l'auscultation, vient. Donc, vous faites votre diagnostic, donc vous identifiez la pathologie. Prescription, donc vous donnez une ordonnance. Cette ordonnance, qu'est-ce qu'elle contient? Des médicaments, donc des informations sur le traitement. D'accord? Donc là, vous êtes l'initiateur. Vous avez déclenché un processus. Donc j'ai comme le patient, identifié la pathologie. De cette pathologie découle une ordonnance qui contient des informations sur le traitement. À votre avis, réellement le patient chauffe l'ordonnance يرتاح؟ هذاك كاين اللي يديروا هذوك les charlatans, المشعوذ هذاك يدير يقول له روح ارتحت c'est bon. Mais en général, ça marche pas comme ça. Donc vous avez votre ordonnance, وش يصرى؟ وش يدير بها l'ordonnance هذه؟ En fait, je suis pharmacien. D'accord. Donc, pardon. Pardon. Voilà. Absolument. Donc, le patient, il خرج l'ordonnance qui contient les informations. Il va la donner au pharmacien. Il dit le pharmacien. Il va interpréter l'ordonnance, il va transformer en une série de boîtes de médicaments. D'accord? Donc, il va faire une traduction de l'ordonnance vers un traitement. Où est le traitement? Le patient. Est-ce que le patient réchauffe le médicament? Non. Il doit prendre le médicament selon la prescription et le dosage, etc. Une fois qu'il prend le médicament, d'accord? Le processus كامل, c'est la transduction. C'est une transduction des informations que le médecin vers la guérison. Tout ce processus, c'est une transduction, souvent, d'accord? Et c'est exactement ce qui se passe pour les médicaments. Le médicament, c'est une molécule qui contient beaucoup d'informations. Les informations et l'action de l'organisme, il y a pas mal de choses. Mais quand je suis pharmacien dans l'organisme, bien sûr,
Donc, c'est un mécanisme de traduction de l'information vers une réponse. D'accord? Vous avez compris? D'accord. Alors, la transduction transmembranaire. Alors, dans ce cas-là, dans la transduction transmembranaire, les médicaments ne traversent pas la membrane cytoplasmique, mais interagissent avec des récepteurs transmembranaires. Donc là, la clé, c'est quoi? C'est que la molécule médicamenteuse n'entre pas à l'intérieur de la cellule pour faire son action. Regarde, là-bas, il y a des récepteurs membranaires qui font l'intermédiaire entre le médicament et l'action. D'accord? Alors, ces récepteurs jouent le rôle de relais pour la réponse. Donc là, c'est des relais. Vous savez ce que c'est un relais? D'accord? Donc là, le médicament, il trouve le récepteur, il initie la réponse cellulaire, et c'est le récepteur qui fait l'intermédiaire entre le médicament et la cellule. Donc, il existe plusieurs familles de récepteurs membranaires ciblent des médicaments. Bien sûr, les médicaments, en fin de compte, ils ciblent des cellules de l'organisme, tous les médicaments. Le quintal, le guilbe, le cerveau, ainsi de suite. Donc, il y a toujours quelque part une cellule cible. S'il y a une cellule cible, il y a une cible cellulaire. Donc, automatiquement, le médicament va atteindre la cellule par l'intermédiaire des récepteurs cellulaires. Alors, donc les familles de récepteurs qu'on risque de trouver dans les cellules, alors essentiellement, là, je pense que c'est des cours de physiologie que vous avez déjà vu. Récepteur cano-ionique, le transporteur membranaire, récepteur couplé à des enzymes, récepteur couplé à une protéine G, et récepteur intracellulaire. Donc là, on a fait le tour de toutes les cibles potentielles des médicaments. Ça peut être au niveau de la surface, donc cytoplasmique, ça peut être un canal, ça peut être une enzyme, et ainsi de suite. D'accord? Tous les médicaments ciblent au moins un de ces types-là. On ne sort pas de ces types. Là, on va essayer de développer sans trop de détails les différents types de récepteurs et quelles sont les particularités à connaître. Alors, les canaux ioniques. Alors, comme leur nom l'indique, c'est des canaux, donc c'est des passages pour les ions. D'accord? Là, j'ai donné l'exemple de canal sodium-potassium. Alors, il s'agit de canaux transmembranaires qui ouvrent ou ferment l'accès à travers membrane selon qu'ils soient activés ou au repos. Donc là, c'est des portes. C'est des portes qui sont activées par la présence de l'agoniste, tout simplement. Agoniste présent, la porte s'ouvre. Agoniste absent, la porte se ferme. D'accord? Les différents types d'ions, ça dépend de la cellule et du mécanisme ciblé, je ne vais pas développer. Ce qu'il y a à retenir, c'est que le canal, à l'état de repos, il est fermé. En présence d'agoniste, il s'ouvre, tout simplement. Là, c'est un type assez marqué dans la neuropharmacologie. L'accès se fait dans les deux sens. Donc, le canal, une fois ouvert, il permet le passage dans les deux sens, bien sûr. Je pense que j'ai donné des exemples. Donc, les médicaments peuvent affecter le fonctionnement de ces canaux par ouverture ou fermeture directe, par modification des conditions d'ouverture ou de fermeture. Donc là, les médicaments, soit ils ouvrent et ferment le canal tout simplement, soit ils conditionnent son ouverture par action indirecte. Là, je ne vais pas trop développer parce que je risque de m'étaler. Bon, je passe directement. Alors, les canaux ioniques activés par ligand, ce sont des canaux qui possèdent des récepteurs pour un ligand endogène sur lequel le médicament peut se fixer. Donc, les canaux qui s'ouvrent par présence d'agonistes, à la base, l'agoniste, il est endogène. Donc, le médicament ne fait qu'emprunter un mécanisme déjà existant. Il s'agit de complexes protéiques transmembranaires. La liaison d'un agoniste entraîne l'ouverture de l'activation, là, je l'ai déjà dit. La liaison d'un antagoniste entraîne la fermeture ou l'inactivation, là encore, je l'ai déjà dit. Bon. Les exemples. Récepteur nicotinique du muscle squelettique et curarisant. Le muscle squelettique fait le récepteur à l'acétylcholine. قرأتوه normalement. Récepteur nicotinique. Les curarisants, شيديروا. Les curars. تعرفوهم là, non? وش يديروا؟ J'essaie d'entendre le mot-clé, non. C'est des médicaments qui entraînent le relâchement musculaire, qui sont utilisés en anesthésie, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils font, les curarisants? Ils bloquent l'action de l'acétylcholine au niveau des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, c'est des antagonistes de l'acétylcholine endogène, d'accord? C'est des canaux ioniques qui sont bloqués pour être inactivés, tout simplement. Deuxième exemple, récepteur GABAergique au niveau du système nerveux central et tranquillisant. Le récepteur GABAergique, c'est quoi? C'est les freins physiologiques du cerveau. Votre cerveau a des neurones qui l'activent et des neurones qui l'inactivent.
Les neurones GABAergiques, ce sont les freins. Les médicaments qui stimulent les neurones GABAergiques, ce sont les médicaments qui freinent le cerveau, tout simplement. Donc là, les tranquillisants, donc tout ce qui est barbiturique, tout ce qui est benzodiazépine, d'accord? Encore une fois, les récepteurs GABAergiques, ce sont des canaux ioniques. Voltage dépendant, bon... Là, c'est de la physio. Ce qu'il y a à retenir, c'est que les canaux ioniques voltage dépendants ne sont pas activés directement par les ligands, mais dépendent du potentiel transmembranaire. Quand est-ce qu'on parle de voltage? Dans la transmission nerveuse, tout simplement, d'accord? Donc là, les canaux ioniques voltage dépendants ne sont pas activés directement par le médicament, mais les modifications du voltage vont faire en sorte que le canal réponde plus ou moins, d'accord? Je passe. D'accord. Alors, exemple, donc, canaux sodiques et de la fibre nerveuse et anesthésiques locaux. D'accord. Donc là, les neurones qui transmettent la douleur sont des neurones voltage dépendants. Donc, il suffit juste de jouer sur le potentiel pour bloquer la transmission, tout simplement. J'espère ne pas dire trop de bêtises. Alors, canaux ioniques activés par second messager. Alors, dans ce cas-là, les canaux répondent à la présence d'un second messager endogène. Le médicament module l'action d'un second messager qui lui interagit avec le canal. Bon, je pense que j'ai mis un schéma. Non? Allez, je passe directement. Donc, j'ai terminé avec les canaux ioniques. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que ce sont des passages qui s'ouvrent ou se ferment directement. Alors, les transporteurs transmembranaires, c'est un autre type de cible cellulaire. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des transporteurs qui contrôlent les déplacements des substances des deux côtés de la membrane cytoplasmique. Donc là, c'est un transporteur. Soit qu'ils transportent de l'intérieur vers l'extérieur ou inversement, d'accord? Alors, ces transporteurs peuvent être la cible des médicaments. Certains médicaments peuvent moduler le fonctionnement des transporteurs et par là le fonctionnement des substances endogènes. J'ai donné un exemple de la pompe sodium-potassium dans les digitaliques et l'insuffisance cardiaque. Là, le transporteur qui est cible, c'est le transporteur sodium-potassium, celui qui crée le potentiel membranaire. Les transporteurs membranaires aussi, c'est des molécules qui sont présentes au niveau de la membrane et les différentes substances. Dans ce cas présent, les substances qui entrent et sortent, ce sont le sodium et le potassium. D'accord? Les digitaliques, les cardiotoniques, jouent sur ce transporteur-là. D'accord? Ils font en sorte qu'il y ait plus de potassium à l'intérieur qu'à l'extérieur pour augmenter le tonus cardiaque, tout simplement. D'accord? Sans plus de détails, pour ne pas vous perdre. Les diurétiques, un autre exemple. Les diurétiques jouent sur les ions pour plus ou moins produire de l'urine. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont favoriser l'échange de certains ions pour augmenter la production d'urine. D'accord? En l'occurrence, dans cette classe de médicaments, ce qu'on appelle les diurétiques de Lens, ils augmentent la sécrétion de potassium pour augmenter la production urinaire. D'accord? Donc, les diurétiques de Lens font partie des médicaments qui ciblent des transporteurs membranaires, tout simplement. Récepteurs couplés à des enzymes. Troisième type de cible. Donc là, c'est des récepteurs cellulaires qui activent une enzyme intracellulaire. D'accord? Donc là, le médicament se lie au récepteur. Le récepteur va activer certaines enzymes au niveau de la cellule. Alors, donc ce qu'on appelle les récepteurs intracellulaires activés par ligand. Donc là, l'exemple du récepteur de l'insuline. L'insuline ne fait pas d'action intracellulaire. Elle se lie au niveau du récepteur. Ce récepteur active une enzyme qui fait l'action de l'insuline, d'accord? En général, de manière générale, l'activation de l'enzyme entraîne la phosphorylation de composants intracellulaires responsables de la réponse des kinases. Je ne sais pas si vous avez fait ça ou non. En général, au niveau de l'organisme, les protéines ou les enzymes qui sont activées sont souvent activées par phosphorylation, d'accord? Donc, quand on dit phosphorylation, on dit activation, tout simplement, d'accord? Alors, les récepteurs couplés à des enzymes, il existe 4 types. Ils ont tous une activité de produire une protéine phosphorylée responsable de la réponse, donc comme je viens juste de le dire. Donc, en premier lieu, c'est le récepteur lui-même qui est l'enzyme. Donc, le récepteur, il crée le ligand, ou de l'enzyme. Donc, il suffit que le ligand se lie pour que le récepteur s'active. Deuxième type, le récepteur active, non pas, c'est pas lui l'enzyme, mais active une enzyme. Donc là, c'est une activation indirecte. Troisième type, c'est une sous-classe du premier. C'est un type particulier d'enzyme. Donc là, le premier, c'est lui-même l'enzyme. Le deuxième, il active une enzyme. Le troisième, c'est un sous-type d'enzyme. Et le quatrième produit ce qu'on appelle un second messager. Donc le récepteur lie le ligand.
il produit le second messager et c'est le second messager qui active l'enzyme, d'accord? La finalité de tout ça, c'est quoi? C'est que à l'intérieur de la cellule, il y a certaines enzymes qui attendent le ligand pour faire leurs actions, d'accord? Tout simplement. Bon, alors, récepteur couplé à une protéine G. C'est la classe la plus abondante des récepteurs dans le corps humain, d'accord? Donc là, ce qu'il y a à retenir, c'est que pratiquement toutes les actions du corps passent par un récepteur couplé à une protéine G, d'accord? Là, c'est vraiment, il n'y a pas de médicament pratiquement qui ne fait pas appel indirectement à une protéine G, d'accord? Donc là, c'est une classe abondante, donc il s'agit bien de, au moins, connaître comment ça fonctionne, quitte à se répéter, mais bon. Ces récepteurs sont exposés à l'extérieur. Bon, là, je pense, t'arrifou à la partie structurelle. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a un domaine extracellulaire, il y a un domaine transmembranaire, et il y a une partie enzymatique à l'intérieur de la cellule, d'accord? Donc, ce qui se passe, le récepteur couplé à une protéine G lie le médicament à l'extérieur de la cellule, il change de structure, ils activent à l'intérieur différentes kinases, d'accord? C'est le schéma principal, donc là, tout ce qui est structure, je passe directement. La liaison du médicament entraîne un changement dans la structure de la protéine du récepteur, lui permettant d'interagir avec une protéine G, donc protéine liée des nucléotides ou de guanyle. Il existe plusieurs classes de protéines G différentes dans le second messager. Bon. Là, ce sont les trois phases de l'action du récepteur couplé à une protéine G. Phase initiale, le récepteur il est au repos. Le second messager est inactif. Le médicament se lie au récepteur, le second messager est produit par le récepteur. Le second messager entraîne l'action, donc le second messager active l'effecteur cellulaire, après quoi le médicament se délie du récepteur et le récepteur retourne à l'état normal. Donc c'est un cycle, d'accord? Donc je répète, le médicament se lie au récepteur, le récepteur produit certaines molécules responsables de l'action, le médicament disparaît, le récepteur retourne à son état normal, d'accord? GTP, MP cyclique, je passe directement. Oui? Non? Bon, je passe. Alors, ce qu'il y a à connaître, c'est les différents types d'effecteurs. Donc, c'est la GTP, l'IP3 et l'AMP cyclique. Ce sont les principaux seconds messagers de ce récepteur. Je passe directement. Alors, ce qu'il y a à connaître seulement, c'est les différents sous-types de récepteurs. Donc, je ne fais que le répéter. Donc, en fonction de la protéine G impliquée dans le mécanisme, nous avons GS, GI, G0, GQ et GT. 5 types de récepteurs couplés à la protéine G. Alors GS, pour stimulante. Donc en général, de manière générale, tous les récepteurs couplés à une protéine GS entraînent une activation de quelque chose. Donc ils activent un mécanisme cellulaire. Tout ce qui est GI, donc la stimulation des récepteurs couplés à une protéine GI inhibitrice. Donc en général, ils bloquent quelque chose. D'accord? C'est ce qu'il y a à retenir de manière générale. G0, c'est une action intracellulaire par les canaux calcium. GQ, elle est spécifique à la phosphodipase C. Et GT pour transporteur membranaire. D'accord? Donc là, c'est les principales classes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la physiologie, ça ne sert à rien. D'accord? Je ne fais que les citer, uniquement les citer. Là, par contre, j'ai essayé de donner certains exemples de récepteurs couplés à protéine G pour voir à quel point ils sont impliqués dans la physiologie, dans les médicaments qui sont liés. Donc, pour le récepteur bêta-1, par exemple, ils sont présents dans le nœud sino-atrial, dans le muscle cardiaque et le tissu adipeux. Donc là, par exemple, c'est des récepteurs couplés à une protéine G qui sont spécifiques au cœur, bêta-1. D'accord? Donc là, la stimulation des récepteurs bêta-1 qui sont des récepteurs couplés à une protéine G, donc quand on stimule les bêta-1, on augmente la fréquence cardiaque, on augmente la contractilité, on augmente la lipolyse. D'accord? Et si on veut faire l'action inverse, on les bloque tout simplement. D'accord? Les bêta-2, ils sont présents au niveau du muscle bronchique avec toutes les conséquences. Musculus gastro-intestinal, l'utérus, vessie, foie et pancréas. Là, c'est juste pour vous dire que les récepteurs bêta-2 couplés à une protéine G sont pratiquement omniprésents, qu'ils partout. Partout. Et en fonction de la stimulation ou du blocage, nous avons l'action ou l'inverse. Par exemple, si on veut dilater les branches, on stimule les bêta-2. D'accord? Si on veut entraîner une relaxation utérine, on stimule les bêta-2, et ainsi de suite. Bêta-3, ainsi de suite. Donc là, c'est juste pour citer des exemples. Les récepteurs intracellulaires, donc, comme leur nom l'indique, ce sont des récepteurs présents à l'intérieur de la cellule. D'accord? Donc, pour pouvoir faire son action, le médicament, il doit aller là-bas.
doit pouvoir entrer à l'intérieur de la cellule, d'accord? Donc là, le passage du médicament, passage transmembranaire peut être passif ou actif. L'absorption, de tout le cours, la DME. Donc là, le médicament doit avoir la possibilité d'entrer à l'intérieur de la cellule, soit par passage, donc il traverse la membrane, donc il doit être lipophile et ainsi de suite, soit en empruntant des voies déjà existantes. Donc je vais vous donner un exemple simple. C'est comme si il se faisait passer pour une molécule dont la cellule a besoin. Il a besoin de la cellule. Il dit, moi je suis une molécule de glucose. Il dit le glucose finalement. D'accord? C'est exactement ce qui se passe. Ce sont des médicaments qui, en quelque sorte, miment, se font passer pour des molécules dont la cellule a besoin. D'accord? Donc soit ils sont sans problème quand ils sont lipophiles, soit ils sont activement transportés à l'intérieur de la cellule. D'accord? Une fois à l'intérieur, ils peuvent exercer différentes fonctions. Donc modification de la transcription au niveau génétique. Donc la plupart des récepteurs intracellulaires, ils le génome. Donc ils font une génétique. Ou alors production de second messager avec une cascade enzymatique. Ou là, en troisième lieu, action structurelle sur les composants de la cellule. Je vais donner au cas par cas. Alors premier cas de figure, récepteurs qui ont une action génomique. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce sont des médicaments très souvent, qui ressemblent à des hormones. Donc tout ce qui est corticoïdes, corticoïdes, stéroïdes, hormones de croissance, hormones thyroïdiennes, ainsi de suite. Alors pratiquement tous ces médicaments ont des actions hormonales. Or, les actions hormonales passent la plupart du temps par une action génomique. Ouchi ça, le médicament يدخل la cellule, يلقى الريسبتور تاعو داخل la cellule, le récepteur هذاك يحكم يلصق الميديكامون ويروح le noyau. كيما يروح le noyau واش يدير الخدمه تاعو. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau du noyau? Transcription génétique avec production de différentes protéines, d'accord? Donc les médicaments qui ciblent ce genre de récepteurs sont souvent des récepteurs qui empruntent des voies d'hormones. Et là, j'ai donné des différents exemples. Récepteurs homodimériques, hétérodimériques, c'est juste pour la structure. Alors, les glucocorticoïdes, minéralocorticoïdes, les androgènes, hormones, progestérone, œstrogène. Alors, tous ces produits qui peuvent être utilisés comme médicaments empruntent les voies d'hormones endogènes. Parallèlement à ça, nous avons la triiodothyronine, vitamine D, la vitamine D qui est une hormone, d'accord? Tout acide transrétinoïque, c'est tout ce qui est rétinol, tout ce qui est bêta-carotène, ainsi de suite. Et les eicosanoïdes, c'est des médiateurs de l'inflammation, d'accord? En général, c'est ça. Donc, quand vous voyez, l'hormone entre à l'intérieur de la cellule, récepteur, transcription au niveau du génome avec différentes cascades. Et en fonction de ce qui est transcrit, nous avons la réponse, d'accord? Par exemple, pour les corticoïdes, nous avons la réponse immunitaire, donc baisse de l'inflammation, etc. Pour ce qui est androgène, donc tout ce qui est stimulation d'hormones mâles, progestérone et oestrogène, tout ce qui est contraception, ainsi de suite, d'accord? Donc là, ça dépend. Je ne vais pas vous donner toute la plage, il y en a énormément. Là, c'est les récepteurs intracellulaires. Juste une petite particularité pour ce type de récepteur, comme il faut intervenir le génome. Le génome, souvent, donne une réponse lente. La transcription n'est pas immédiate et la réponse n'est pas immédiate. Donc, tout ce qui est médicaments qui ciblent le génome, de manière générale, ont une réaction lente et prolongée. D'accord? Si vous le constatez, quand on donne un corticoïde, un anti-inflammatoire corticoïde, l'action n'est pas immédiate. Elle prend quelques heures à quelques jours. D'accord? De la même manière, quand on prend des hormones, l'action n'est pas immédiate. C'est quelques heures à quelques jours. Pourquoi? C'est essentiellement dû à la transcription, à la lenteur de la transcription. D'accord? C'est l'intérêt de cette diapositive, pas la peine d'en dire plus. J'ai déjà donné ces exemples, donc je passe directement. Deuxième type de récepteur intracellulaire, ce sont des enzymes. Donc, qu'est-ce qui se passe? La cellule possède des enzymes qui sont activées tout simplement par la présence de médicaments. Alors, encore une fois, pour pouvoir activer ces enzymes, le médicament doit pouvoir entrer à l'intérieur de la cellule. Une fois l'enzyme activée, elle produit la cascade de réponse, tout simplement. Alors, dans ce cas précis, le médicament traverse la membrane, active l'enzyme, et en fonction de ce qui est activé, nous avons la réponse, d'accord? Là, encore une fois, ce sont des récepteurs intracellulaires. Là, les actions structurelles, bon, le médicament, action structurelle, là, qu'est-ce qui se passe? C'est pratiquement une altération physique. Le médicament entre, ne fait pas jouer ni le génome, ni les enzymes, mais va modifier la structure de la cellule à l'intérieur même. De cette manière, il va l'empêcher de se comporter normalement. Je vais vous donner deux exemples. Donc là, les microtubules et les microsquelettes, en changeant la forme, ils altèrent la fonctionnalité. Donc là, ils entrent dans la cellule.
وما يخليوهاش تخدم خدمتها قد. C'est pratiquement une modification chimique. On parle plus de transduction. Exemple, les alcaloïdes de la vincristine dans le cancer. Alors, le cancer, c'est quoi? C'est quoi le cancer? Définition la plus simple, c'est une prolifération anarchique de cellules, d'accord? Donc non régulée. Quand on dit prolifération, on dit division cellulaire. Okay. Connaissez-vous la division cellulaire ou non? Je sais oublier quelque part qu'il y a les microtubules et oui. La vincristine, les microtubules elle ne laisse pas les cellules se diviser, tout simplement. Donc c'est une action intracellulaire qui fait intervenir rien d'autre que l'action directe, d'accord? Donc là, les alcaloïdes de la vincristine, donc ils bloquent la division cellulaire par action directe sur les tubules. Deuxième exemple, la colchicine dans la goutte. C'est des microtubules qui sont altérés par la colchicine au niveau des cellules immunitaires pour les empêcher de faire leur action, d'accord? Là, c'est le dernier type de récepteur intracellulaire. Je pense que ça va faire le tour de la question. Il reste un petit point, on va sur le cours, c'est la pharmacodynamie. À la belle et cours j'ai essayé de faire le moins possible que 2 heures pour garder le maximum d'attention, parce que c'est le plus. Alors, transduction extracellulaire, les médicaments qui ont transduction extracellulaire agissent par soit des enzymes ou la dégradation de substances endogènes. Bon, oui, non, allez. Quel est le système rénine-angiotensine? D'akhla l'enzyme de conversion. Ou chez l'enzyme de conversion. Angiotensine 1, angiotensine 2, augmentation de la tension artérielle. Il y a certains médicaments chez nous, ils bloquent l'action de l'enzyme de conversion, ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Là, c'est pas au niveau de la cellule, c'est au niveau de l'enzyme circulante, d'accord? La cible, c'est quoi? C'est le blocage de l'enzyme. Si on bloque l'enzyme de conversion, il n'y a plus d'angiotensine. S'il n'y a plus d'angiotensine, pas d'hypertension, d'accord? Là, c'est une action non plus intracellulaire, mais extracellulaire. La cible est devenue extracellulaire, et encore une fois, c'est une action indirecte. Ce n'est pas le médicament qui baisse la tension artérielle, il va par une série de cascades baisser la tension artérielle, tout simplement. Inhibiteur de l'acétylcholinestérase, c'est plus dans les... Allez, je passe. Dans les insecticides, ce n'est pas vraiment des médicaments. Alors, le dernier exemple, c'est interaction avec l'action de substances endogènes, anticorps monoclonaux dans les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, c'est quoi? C'est l'organisme qui s'attaque lui-même, d'accord? Il produit des anticorps contre lui-même. Alors, certains médicaments bloquent ces anticorps, d'accord? Tout simplement, donc c'est un blocage extracellulaire, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Tant bien que mal. Est-ce que c'est clair? D'accord. Donc, je pense avoir fait le tour de la pharmacodynamie. Est-ce qu'il y a des questions?